Cette conférence Fait démarrer l'enregistrement. Voilà, donc je vous informe que cette conférence va être enregistrée pour la joie du replay et ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Je ne vais pas monopoliser la parole longtemps. Pierre Nassif, au nom d'IHF, je vous accueille tous. Il y a d'autres membres du conseil d'administration qui sont là et ils pourront se permettre d'intervenir. Merci à eux d'être présents. Vous êtes encore nombreux à vous connecter. Je vais passer la parole à Didier Garcia et Jean-Marc Novak pour le compte du SMPS et je vais les laisser se présenter, faire une présentation. On a prévu 45 minutes de présentation et ensuite une séance de questions-réponses. Alors, nous sommes très nombreux. Vous avez un chat à disposition. On vous invite donc à poser vos questions dans le chat et avec Jacques Ross qui modérera cette session avec moi, on reprendra ces questions pour les poser à nos interlocuteurs. Jean-Marc, Didier, je vous donne la parole. Merci beaucoup Pierre, vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Merci à tous. On est très heureux de l'intérêt que vous portez au statut des ingénieurs, à votre statut très probablement. Ça fait plaisir puisque toutes les administrations ne portent pas autant d'intérêt, je dis ça avec un petit peu de malice. Nous allons nous présenter, peut-être cadrer cette présentation. Remercier Jacques, Pierre, Bruno pour l'avoir organisé. Sur les présentations, Didier, je te laisse te présenter s'il te plaît. Donc Didier Garcia, donc je suis ingénieur biomédical, donc responsable du département biomédical de l'hôpital de Toulon et de l'hôpital de Hyères. Délégué général, non pas délégué général, secrétaire général, pardon, auprès du SMPS. Je travaille avec Jean-Marc depuis quelques années pour la rénovation du statut des ingénieurs et voilà, on est très heureux que le jour va enfin arriver. Alors, petite correction, Didier est secrétaire national de la catégorie ingénieur et cadre technique, tout nouvellement élu. Notre élection a eu lieu jeudi. Il n'y a pas de souci, mais nous travaillons ensemble depuis une dizaine d'années sur ce statut et avec la volonté de le faire évoluer. Moi, de mon côté, donc, je suis Jean-Marc Novak, je suis ingénieur informatique au centre hospitalier Gérard Marchand à Toulouse, le psy du département, et je fais partie du groupement hospitalier territoire Haute-Garonne Ouest avec le CHU, la VOR, Saint-Gaudens, etc. Une précision importante, donc là je suis vice-président nouvellement élu aussi depuis jeudi, mais en fait j'ai eu plusieurs mandats successifs de vice-président et de secrétaire national depuis juin 2009. Le SMPS est affilié à l'UNSA, ce qui lui permet de siéger au Conseil sup. Quelque chose aussi de contexte, nous ne sommes pas des permanents syndicaux, nous sommes à temps plein sur nos fonctions professionnelles et donc nous faisons cela sur notre temps libre, le soir, le week-end, parce que nous adorons ça et parce que nous pensons que c'est utile. Nous avons le plaisir au bout de ces 10 ans de travail, un petit peu plus, d'avoir réussi à faire évoluer le statut de manière importante et nous avons proposé donc à IHF de pouvoir présenter ces évolutions. Nous avons travaillé ensemble avec IHF, avec AFIB, H360, UDIR, en gros beaucoup d'associations professionnelles ingénieurs il y a quelques années pour arriver à se faire, à fédérer en fait et à être plus visible, plus audible par les administrations. Nous y reviendrons au cours de la présentation. L'objectif de la réunion, c'est évidemment de vous présenter les nouveaux décrets statutaires. Et il y a un certain nombre de changements que nous avons nommés d'historiques. Avant cela, ce que nous souhaitions, c'était, je vous remercie de couper le micro pour ceux qui l'ont pas encore fait. Ce que nous souhaitions, c'était vous contextualiser un petit peu le tout, c'est-à-dire faire une petite révision. Pierre, je te remercie. Si tu peux couper le micro qui est allumé, ça sera plus facile. Donc, nous voulions juste recontextualiser les choses, c'est-à-dire vous expliquer un petit peu le statut tel qu'il est aujourd'hui, son évolution dans le temps, parce que là, l'évolution actuelle est la plus importante qu'il y ait eu dans l'histoire. Et on voulait vous amener à bien comprendre les nouveautés
ce qu'elles impliquent. Donc un petit tiers, une moitié sera pour ramener à la réforme statutaire d'aujourd'hui, et l'autre moitié, donc la plus grosse moitié, sera évidemment sur ces nouveautés, et puis après nous répondrons à toutes les questions auxquelles nous pouvons répondre. Une précision que je me permets de dire aussi, nous sommes bien conscients que ce n'est pas un webinaire organisé par le SMPS, mais par IHF. Et donc, l'idée pour nous, et d'une manière un peu technique, comme les ingénieurs savent le faire, c'est d'être très factuel et vous présenter en fait les éléments techniques de cette réforme pour les comprendre. Didier sera mon modérateur. Si je parle trop vite ou si je ne suis pas clair, il surveillera aussi donc les messages avec Pierre au cours de la réunion. Pour les questions, évidemment, nous les ferons à la fin. Donc, pour introduire la réforme, nous souhaitions juste reposer un socle de connaissance du statut pour le partager et comprendre en quoi la réforme actuelle l'impacte. Donc sur le statut actuel, nous avons 4 grades, les grades d'ingénieur, ingénieur principal, ingénieur en chef de classe normale et ingénieur en chef de classe exceptionnelle. Nous avons mis les grilles avec donc la petite remarque que la hors échelle B de l'ingénieur classe exceptionnelle n'est accessible que dans les emplois classés en direction fonctionnelle. Et puis, il y a l'emploi fonctionnel donc d'ingénieur général qui existe. Donc, il y a différentes modalités d'accès au corps. Nous les avons inscrites ici, et différentes modalités de promotion, changement de grade, qui permettent de dérouler la carrière sur tous ces grades. Ça, c'est le statut actuel. Pour bien comprendre, donc, on a 4 grades et un emploi d'ingénieur général. Il y a 2 modalités d'accès aujourd'hui avec un titre Bac+5 directement ingénieur, et puis il y a des possibilités de faire les concours à examen professionnel, et puis la possibilité de rentrer sur titre aussi directement sur le grade d'ingénieur en chef de classe normale, mais avec une liste délimitée de titres de diplôme, et possibilité évidemment d'avoir des passerelles entre les différents grades. Ce qui posait problème et qui était difficilement applicable dans le statut actuel, c'était la promotion en fait qui était au choix d'ingénieur principal à ingénieur chef de classe normale. Le problème de cette promotion au choix, c'est qu'elle était liée à un quota une promotion pour 2 recrutements directs. Ceci ne concerne pas les contractuels. Il n'y avait pas de clause de sauvegarde et donc dans beaucoup d'établissements, ce n'était pas applicable. Donc ça faisait partie des limites. Une des limites aussi, c'est évidemment donc le RHLA pour tous les ingénieurs chefs de la section n'est pas le B qui était limitatif. Et nous allons maintenant remonter un tout petit peu le temps pour revenir à aujourd'hui pour comprendre l'évolution de notre statut. Il n'a pas toujours été tel que je viens de le présenter. Il a évolué à différents moments dans l'histoire, toujours dans des protocoles d'accords globaux qui concernaient toute la fonction publique hospitalière et qui étaient très souvent des déclinaisons soit au même moment, soit en décalé de quelques mois ou de quelques années de ce qui se passait à l'État ou à la territoriale. Et si on remonte dans le temps, en fait, la structuration du grade, du corps, en 1991, tel qu'il avait été créé dans la territoriale en 90, c'était celle-ci, avec ses différents grades. Il y en avait plus qu'aujourd'hui, vous le voyez. Et les grades étaient limités par rapport au budget des établissements. Donc, il y avait une segmentation assez complexe. Et il y a eu différentes réformes qui ont fait évoluer ça. Et donc, vous pouvez voir que sur le protocole du RAFOR, la réforme qui a touché au premier grade, puis au second grade 3 ans après, ont été faits simultanément à la territoriale et à l'État, pardon, à la territoriale et à l'hospitalière, et en léger décalage par rapport à l'État. Et puis, il y a eu le protocole Bertrand 2007, 4 ans après la territoriale, où les grades supérieurs ont évolué, et c'est la forme actuelle que nous avons. Donc, il était pour nous important de remettre en perspective cela pour dire que aujourd'hui on a 4 grades et un emploi fonctionnel. Ça n'a pas toujours été le cas. Et avec la réforme actuelle, on va revoir la structuration du corps et même des corps puisqu'il va y avoir une scission. Cette scission, alors je me permets, on l'avait mis en rouge les évolutions. On peut juste voir que en 2007, dans la territoriale, l'emploi fonctionnel d'ingénieur général a été revalorisé et sa grille est montée jusqu'à RHLC, ce qui n'a pas été le cas dans l'hospitalière. Tout le reste avait été transposé. Donc nous avons toujours eu un parallélisme.
Et à partir de là, il y a eu quelques différences et c'est ce que nous avons voulu corriger depuis 2007 et donc jusqu'à aujourd'hui. Il s'est passé une réforme très importante dans la territoriale le 1er mars 2016. Le statut a été revu pour eux. Et en fait, ce qui a été fait, c'est de créer des grades d'accès fonctionnel et de couper le corps en deux. Alors pourquoi? On va pouvoir le détailler un tout petit peu après. Tout simplement pour transposer la structuration des corps qui sont construits ainsi dans l'État. Dans l'État, il y a un corps d'ingénieur de catégorie A et un corps d'ingénieur de catégorie A+, en tout cas de référence, il y a beaucoup plus de corps que ça, mais de référence pour la territoriale. C'était le cas de manière implicite avant, et là, il y a une structuration strictement identique qui a été faite. Cette réforme des ingénieurs territoriaux, nous l'avons suivie avec Didier et nos collègues territoriaux en amont, avant qu'elle ne se produise, pour la comprendre, pour mesurer les impacts pour la fonction publique hospitalière, voir comment elle pouvait être transposée avec certaines spécificités quand même chez nous, au niveau des formations, du recrutement par exemple. Et nous avions engagé des discussions avec la DGOS en 2015-2016, où nous avions préparé des projets de décret et la DGOS devait à l'époque le faire à l'époque de PPCR, le transposer. Et comme vous le savez maintenant, ce n'est qu'à ce jour que cette réforme est transposée. Donc c'est cette réforme-là qui est le cœur de la réforme actuelle, c'est la transposition de ces évolutions-là, avec donc des évolutions d'indices, de la création des grades d'accès fonctionnel. Alors la différence entre un grade et un grade d'accès fonctionnel, un grade, tout le monde y a accès avec de l'ancienneté. Le grade à accès fonctionnel est lié au fait d'avoir exercé certaines fonctions, avoir eu certaines responsabilités, ça peut être des expertises, hein, pendant un certain temps, qui permettent d'aller sur ce grade accès fonctionnel. Ce qui est un bon exemple, c'est par exemple le fait d'avoir été sur l'emploi fonctionnel permet de garder le bénéfice de la grille. C'était l'objet premier du grade accès fonctionnel. Il y a toujours eu des limitations d'accès au grade, j'en parlais. Il en restera aujourd'hui. Elles ont évolué au fur et à mesure. Elles ont toujours été liées aux limitations des emplois de direction. Il faut savoir que nous allons vous montrer un petit peu l'étude des textes que nous avons fait. Nous avons toujours gardé la même étude. Nous l'avons faite sur les corps de direction et sur les corps d'attaché aussi, puisque tout est un peu lié. Nous avons toujours voulu identifier les leviers, les freins de ces transpositions. Donc l'emploi fonctionnel, lui aussi, a été limité dans le temps. Il y avait une liste limitative. Et puis cette liste, finalement, a été supprimée. Et aujourd'hui, on peut en créer dans tous les CHRU. C'est quelque chose qui évolue aussi avec la réforme actuelle. Comme je vous le disais, il y a toujours eu un lien avec l'évolution des emplois fonctionnels de direction. Il y a une cohérence dans tout ça. Alors ça peut être rassurant, le fait qu'il y ait des cohérences avec la DGFP, la DGOS, et une vision cohérente de tout ça. En tout cas, nous avons pu leur apporter ces éléments-là. Donc, pour bien comprendre, et là je vais aller de plus en plus vite, hein, si on prend l'ingénieur territorial avant la scission, on retrouve exactement ce que nous avons avec une différence et une seule, c'est le fait d'avoir des emplois fonctionnels à tous les niveaux de grade dans leur fonction publique, ce qui leur permet, dans les différentes collectivités, de pouvoir occuper différentes responsabilités. Nous n'avons que l'emploi fonctionnel le plus haut, qui correspond au directeur général des services techniques ici. Nous n'avons pas les autres. Et pour l'instant, dans l'hospitalière, il y a des emplois fonctionnels des corps de direction. Et puis l'emploi d'ingénieur général, il n'y a pas tous ces emplois fonctionnels. Alors c'est une chose qu'on peut imaginer évoluer peut-être avec la structuration des GHT. En tout cas, ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Un petit détail aussi, dans l'évolution en fait, hein, la promotion d'ingénieur général à ingénieur en chef, dans la territoriale, leur ratio, ils avaient exactement le même que le nôtre, leur quota a été remplacé par un ratio avec clause de sauvegarde. Donc un certain nombre d'ingénieurs ont pu être promus par cette voie, ce qui n'était pas le cas dans la fonction publique hospitalière, et nous l'avons fait évidemment remarquer à la DGOS. Donc les corps de référence pour les ingénieurs territoriaux, c'est les ingénieurs publics d'État. Et donc ça, c'est le corps de catégorie A, de référence pour la territoriale, et qui est donc la référence pour la grille technique de catégorie A. Et on retrouve les mêmes indices, avec, encore une fois, la spécificité au niveau de l'État, donc comme à la territoriale, des emplois fonctionnels qui existent
pas chez nous, et puis même des points de NBI qui n'existent pas chez nous et pas dans la territoriale non plus. Au niveau de l'État, il y a un certain nombre d'ingénieurs, mais au niveau des A+, c'est les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts qui ont fusionné ces différents corps importants, qui sont les grilles de référence pour donc la territoriale. Et donc, depuis cette réforme, pour nous aussi, ce qui est une très bonne chose, puisque ça permet d'homogénéiser les grilles et de permettre une mobilité entre les trois versants, ce qui est quelque chose d'extrêmement important. Je vais passer assez rapidement là-dessus, nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Nous avons aussi suivi en parallèle l'évolution, la création et l'évolution du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Il faut savoir que dans l'État, c'est un corps interministériel qui a été créé, qui a vocation à évoluer. Et nous avons gardé l'œil dessus en se demandant si, à un moment donné, c'était une opportunité ou pas, dans l'hospitalière, de le transposer et d'en suivre du coup les spécificités. On retrouve à peu près les mêmes grilles et les mêmes évolutions de carrière. On note là aussi sur la catégorie A, on est toujours sur de la catégorie A, des emplois de chef de service ou donc des emplois fonctionnels. Et la possibilité aussi d'aller sur les emplois administratifs et pas que techniques des collectivités. Donc c'est assez intéressant. L'idée pour nous, c'était de viser évidemment une homogénéisation et par le haut de notre statut lorsque nous allions l'intégrer. Quelque chose d'important sur ce statut aussi, c'est qu'il n'y a pas que les compétences managériales qui sont prises en compte pour la promotion et l'accès, par exemple, au grade d'accès fonctionnel, mais aussi l'expertise, mais avec des obligations de formation. Je vais revenir donc sur l'ingénieur territorial avec la scission, puisque c'est ça qui a été transposé chez nous. C'est cette réforme-là. Le corps a été coupé en deux, un corps de catégorie A et un corps de catégorie A+. Et donc si on prend le corps de catégorie A, voilà ce qui a été mis en œuvre. Le fait de pouvoir recruter directement les ingénieurs qui peuvent devenir ingénieurs général au bout de 6 ans, qui peuvent être nommés sur des emplois fonctionnels et qui peuvent avoir accès à un grade à accès fonctionnel, avec de leur côté une limitation qui est liée au nombre d'habitants de leur collectivité. Dans notre cas, il y aura une limite qui est liée au budget de l'établissement, en cohérence avec ce qui se passe pour les directeurs, les corps de direction. Attention, j'ai une boucle dans l'oreille que vous devez avoir aussi, ce qui permet de boire un petit peu. C'est ce statut qui est Je cherche le transposé. coupable. Il faut juste couper le micro, pas plus. Encore une fois, une spécificité dans la territoriale qui est intéressante et qui peut éclairer notre chemin. Ils ont la possibilité d'accéder à des emplois administratifs de direction. On peut peut-être imaginer ou pas le fait que dans l'hospitalière, on soit reconnu à ce niveau-là et qu'on puisse le faire si on le souhaite ou pas. Au niveau donc des ingénieurs en chef, le nouveau corps A+, il y a donc un concours à Bac+5. Pas de liste de titres ou de diplômes, hein, tel que nous l'avions encore jusqu'à présent, avec une formation d'1 an à l'INET et un tronc commun avec les administrateurs territoriaux. Le fait de pouvoir passer sur un second grade, donc vous voyez que les grades ne portent pas exactement les mêmes noms que nos grades actuels, la classe normale et la classe exceptionnelle, et c'est donc ces grades-là, ces dénominations de grades qui vont être transposées aussi pour nous. Ils ont gardé leur emploi fonctionnel et ils ont eu donc la création de leur grade accès fonctionnel, le grade d'ingénieur général, qui leur permet d'aller jusqu'à la OHL C, voire la OHL D. Il y a un pourcentage de personnes qui sont dans le corps qui peuvent atteindre cet échelon. Il est contingenté. Donc il y a aussi des limitations d'accès à ces grades-là qui sont liées donc à la taille des collectivités et nous aurons une transposition de cette contrainte avec les budgets d'établissement. Encore une fois, la possibilité d'aller vers les emplois administratifs de direction. Donc ce qui est important, et je l'ai dit, c'est le fait, lors de cette réforme, et ce qui se passe pour nous, le fait d'avoir une formation d'un an, d'un an suite au concours. Et spécificité de l'hospitalière, c'était difficilement transposable chez nous,
pour recruter quelqu'un. Imaginez qu'ensuite, après avoir fait le concours, ils doivent suivre cette formation et puis ensuite prendre ses fonctions. Et ça n'a pas été transposé dans l'hospitalière. Et c'est une, je pense, bonne chose pour pouvoir recruter plus rapidement, être agile. Une des spécificités donc de l'hospitalière qui a été prise en compte et qui me semble être une bonne chose. Même si une formation d'adaptation à l'emploi, sera nécessaire et utile pour un certain nombre de compétences peut-être juridiques et autres. Le dernier accord donc de négociation qui avait eu lieu, c'était PPCR. Nous l'avons indiqué tout à l'heure. Avec Didier, nous avions présenté tout ce que nous vous présentons là aujourd'hui à la DGOS. Et l'idée, c'était pour nous de transposer le plus vite possible, comme ça avait été fait auparavant, l'évolution du côté territorial sur l'hospitalier. C'était prévu. Et puis, au dernier moment, la DGOS nous a averti qu'elle n'était pas prête, qu'elle n'avait pas eu le temps finalement de préparer cela. Et la décision de la DGOS à l'époque, et peut-être peu de personnes le savent, ça a été de ne pas appliquer PPCR aux ingénieurs du tout. C'est-à-dire aucune évolution de PPCR, aucun point qui a été ajouté, aucun transfert prime point, rien du tout en fait, aucune évolution du statut. Donc ça a été un moment compliqué pour nous puisqu'on passait de la transposition de tout ce que je viens de vous présenter à rien du tout, même pas les quelques avancées de PPCR. Donc il y a eu un bras de fer qui a eu lieu avec la DGOS pour arriver à faire appliquer PPCR et à maintenir une comparabilité avec la territoriale et donc avec l'État. Ça a duré 9 mois, la négociation, très très compliqué. Et au bout du bout, ce que j'ai remis un petit peu là, au bout du bout, on a commencé en juin 2016, en mars 2017, on est arrivé au bout de la négociation pour les ingénieurs hospitaliers. Et les ingénieurs de la PHP ne faisaient pas partie du cadre. Nous avons insisté, nous avons alerté à tous les niveaux pour que ça se fasse aussi pour eux, donc ils étaient oubliés, et ça a pu se faire. Et donc, ce que nous avons essayé de faire, le SMPS, sa filiale l'UNSA, donc, c'est de restaurer l'attractivité, la comparabilité, et, pour répondre à tous les problèmes que vous connaissez et que nous connaissons, de recrutement, de fidélisation, de mobilité, qui se sont détériorés encore depuis, avec tout ce que nous avons connu. Donc ça a été un moment compliqué, mais il y a eu des évolutions. Et ces évolutions, elles n'ont concerné que la catégorie A, et donc les grades d'ingénieur et d'ingénieur principal, pour lesquels nous avons réussi à garder l'alignement, c'est-à-dire avoir les mêmes grilles, avec les mêmes échelons, les mêmes durées d'échelons, les mêmes indices que les ingénieurs territoriaux et que les ingénieurs d'État, et avec les avancées que PPCR permettait dans ces grilles-là. Donc en résumé, c'est ce que j'ai écrit là, mais j'en ai fait un petit peu un schéma en suivant. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, ces deux grades ne sont pas impactés par la réforme actuelle, tout simplement parce qu'ils ont été réalignés ou leur alignement a été maintenu à ce moment-là. Cela explique cette raison, en fait. Explique cela. Ce n'est pas parce qu'ils sont oubliés aujourd'hui, c'est parce que eux ont eu quelque part la chance de garder cet alignement à ce moment-là. Et aujourd'hui, on rattrape ceux qui ne l'ont pas été à l'époque, puis on essaie d'aller au-delà. Donc, ce qui s'est passé lors de PPCR, c'est ça. Le premier échelon du premier grade a été supprimé, un nouveau échelon a été ajouté en haut, il y a eu des points qui ont été ajoutés, des transferts prime points, il y a des durées d'échelon qui ont été réduites. C'est sur le premier grade. C'était important. Ça a amélioré la carrière. C'était l'application de PPCR et le maintien de l'alignement. Ça s'est étalé sur 3 ans avec un saut d'un an suite au changement de gouvernement. Sur le second grade, et pareil, il y a eu des modifications de durée positives pour la fin de carrière, un ajout d'un échelon supérieur à 1015, qui a d'ailleurs posé des problèmes pour les ingénieurs en chef. Certains d'ailleurs ingénieurs principaux étaient nommés classe normale et n'avaient pas cet échelon-là, donc avaient une forme de régression qui était assez compliquée à expliquer et il n'y avait pas de bonne explication. La DGOS n'avait pas voulu faire évoluer les grilles ingénieurs en chef. Ça a été le principal problème. Donc l'évolution, l'harmonisation des grilles interfonctions publiques pour les deux premiers grades, elle a eu lieu à ce moment-là. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est la suite. La difficulté donc pour les ingénieurs en chef, ça a été d'avoir eu
de toute leur histoire les mêmes grilles avec les mêmes durées d'échelon que les territoriaux depuis 1990, même au-delà de leur réforme de mars 2016 en fait, même s'ils avaient eu la création du grade accès fonctionnel où La Rochelle Baby s'ajoutait, ils avaient exactement les mêmes durées d'échelon et les mêmes indices. Et la DGOS n'a pas voulu l'entendre et malheureusement, la traduction de PPCR s'est traduite par cela. Vous le savez certainement, le fait que pour les ingénieurs en chef, les durées d'échelon ont été rallongées de 6 mois à 1 an par rapport à leurs collègues et sans aucune revalorisation derrière. Donc ça a été un moment très très compliqué, une régression historique que nous avons appuyé lors des négociations et qui a permis de faire passer un certain nombre de choses positives pour essayer de rattraper cela un peu, au moins. Et nous nous sommes battus, nous avons posé des amendements pour cela. Donc, en gros, et pour résumer, pour avoir une vision claire, hein, lors de PPCR, en fait, les grilles de catégorie C ont été structurées en 3 grades. Hein, et celle de B, elle avait déjà été lors du BNES, au début des années 90. Et finalement, nous, notre corps de catégorie A, aujourd'hui, était en 4 grades. Eh bien, on retrouve la structuration en 3 grades avec la transposition de cette réforme. Et c'est du coup la structuration de tous les corps de la fonction publique. C'est la forme normale, on va dire. On est structuré comme tous et c'est quelque chose de positif. Donc en avril 2018, et c'est là où nos contacts avec les différentes associations professionnelles que nous avions tissées nous ont permis de faire quelque chose. En fait, depuis quelques années, nous essayons d'y alerter la DGOS, le ministère de la Santé, le ministère de la Fonction publique, la DGFP, du fait qu'il y avait un problème avec le statut d'ingénieur hospitalier et on passait un petit peu après tout le monde à chaque fois. Et même si les gens nous disaient que nous avions raison, la décision d'harmoniser ne venait pas. Et nous avons essayé de fédérer les associations, et non seulement les hospitalières, mais aussi territoriales, pour avoir un poids politique et pour pouvoir se faire entendre. Et nous avons fait un courrier commun à l'époque. Ça a été l'occasion de rencontrer un certain nombre de dirigeants d'IHF à l'époque, de discuter, de partager sur tout cela, de faire rencontrer les associations aussi entre elles qui ne se connaissaient pas forcément. Et nous avons envoyé ce courrier. Ça a été un élément important parce que ça a permis pour l'administration d'identifier le fait que c'était pas juste une demande de certains ingénieurs hospitaliers, c'était tous les ingénieurs hospitaliers qui le demandaient, et pas qu'au niveau syndical, mais du coup tous les professionnels, et que les ingénieurs territoriaux et syndicats d'ingénieurs territoriaux le demandaient aussi en disant que nous étions, oui, homologues et que nous avions vocation à avoir exactement les mêmes responsabilités, les mêmes grilles, les mêmes responsabilités, peut-être parfois plus dans les hôpitaux, je me permets de le dire. Et ce courrier-là, nous avons reçu une réponse favorable et ça a été un moment important du ministre, mais aussi du secrétaire d'État, qui ont confirmé que notre corps avait vocation qu'il était aligné historiquement et qu'il avait vocation à le redevenir. Et un mandat a été donné au ministère de la Santé, des GOS, de faire cela. Et comme vous le savez, il y a eu quelques épisodes entre-temps. Ces épisodes ont été le Covid, qui ont ralenti les choses. Je regarde l'heure, il est 17h32. Nous arrivons au groupe de travail dans le temps très proche. Hein. Ce groupe de travail, après la crise sanitaire, a enfin été ouvert. Il a été ouvert suite à ce courrier et à ce mandat. Et malheureusement, quand il a été ouvert en février 2022, la DGOS a proposé de scinder le corps en deux, comme dans l'État ou la territoriale, mais sans revaloriser les grilles d'ingénieurs en chef, sans donner la BBIS, sans donner des échelons au-delà de leur échelle B, que ce soit pour le graphe ou pour l'emploi fonctionnel. Euh, euh, Ça ne nous convenait pas du tout et nous avons refusé d'appliquer cette réforme, hein, même si elle avait quelques avantages. Mais vu le temps perdu et passé à expliquer tout cela, il nous a semblé nécessaire d'aller jusqu'au bout et de rattraper tout le temps perdu. Entre février et septembre 2022, on a essayé de discuter avec les différents cabinets, avec les différentes administrations. Et en septembre 2022, nous nous sommes rendus compte que lors de la présentation de la feuille de route du numérique en santé, un point était à l'ordre du jour, c'était un des objectifs qui était fixé, c'était justement l'alignement des statuts des ingénieurs hospitaliers avec la territoriale. Pour ceux qui font un peu numérique ou qui en ont entendu parler, il y a beaucoup de moyens qui sont donnés pour accompagner un certain nombre de projets numériques. Malheureusement, au-delà des logiciels et du matériel, il n'y avait pas de moyens donnés pour les ressources humaines qui étaient de plus en plus en tension dans les hôpitaux. Et nous alertions sans cesse à tous les niveaux sur ce point-là. Et le fait que cette action
soit indiquée sur la feuille de route comme quasiment atteinte fin 2022, nous avons fait un courrier pour dire que ça n'était absolument pas le cas, que les discussions du groupe de travail étaient interrompues et sur un niveau qui ne nous convenait pas du tout, et que probablement il n'était pas au courant de cela et qu'il était absolument nécessaire de revoir ça. Et c'est aussi cette action qui a permis de revoir les choses, de revoir la copie. Et d'après les informations que j'ai vues, c'est un arbitrage suite à cela qui a été rendu à Matignon, qui a permis de nous aligner non seulement sur les territoriaux, mais en plus sur l'État, et donc de permettre d'aller même un petit peu plus haut que ça, ce qui est une bonne chose. Alors voilà les principales avancées du nouveau statut des ingénieurs hospitaliers. Je vous remercie pour votre patience et j'espère n'avoir pas été trop long sur cette partie-là, mais il me semble que ça permet d'identifier justement plus précisément les nouveautés. Donc, l'alignement complet des grilles, on va les détailler en suivant. Et la convergence avec les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, c'est très important. Ça va nous permettre déjà d'avoir une revalorisation importante aujourd'hui, mais aussi de pouvoir raccrocher notre wagon pour les prochaines réformes, et il y en aura qui sont identifiées, et donc d'éviter de repasser quelques années à expliquer que nous sommes des corps comparables, hein, et que les nouveautés doivent nous être transposées. Donc il y a la scission du corps en deux. Et ce qui est important, c'est qu'il y a le maintien d'une passerelle directe. C'est-à-dire que les ingénieurs principaux peuvent toujours passer ingénieur en chef sans faire de concours externe. Voilà, c'est un examen sur épreuve interne. Donc ça, c'est quelque chose que nous souhaitions. Il y a eu donc la réduction des 6 mois, 1 an des durées d'échelon. C'était une anomalie de PPCR qui a été corrigée là. La bonne nouvelle, c'est que les reclassements et cela va permettre de redonner un petit peu d'accélération à cette carrière qui avait été ralentie. Il y a la création des 2 grades d'accès fonctionnel pour les ingénieurs principaux d'un côté et pour les ingénieurs en chef de l'autre. On va les détailler un petit peu aussi. Les emplois fonctionnels, j'ai dit que c'était un maintien tout simplement parce que la DGOS en 2022 s'est interrogée sur le fait de les supprimer. Ce qui nous a choqué en soi, avec le développement du territoire, des groupes hospitaliers de territoire. Pour nous, c'était le contraire. Il fallait absolument structurer cela. Et puis nous voyons qu'au niveau des ingénieurs d'État ou territoriaux, il y a des emplois fonctionnels à un petit peu de tous les niveaux. On en a qu'un, et si on les supprimait, c'était une faute historique. Et nous avons obtenu non seulement son maintien, mais surtout sa revalorisation. Et sa grille n'avait pas été revalorisée depuis 1991 et elle est très fortement revalorisée, ce qui est une très bonne chose. Nous avons aussi obtenu la possibilité d'élargir la création des emplois d'ingénieurs généraux. Aujourd'hui, depuis la dernière évolution en 2007, donc c'était le fait de pouvoir les nommer dans les CHRU, mais seulement. Pour nous, ça ne correspondait pas à la structuration des GHT, puisqu'il y a beaucoup moins de CHU que de GHT. Et nous avons obtenu le fait de pouvoir les recruter sur des établissements qui ont un budget supérieur, en tout cas à partir de 250 millions d'euros, ce qui ouvre un certain nombre d'établissements aujourd'hui supplémentaires, donc, ce qui est une bonne chose. Nous avons aussi obtenu, et c'est un amendement que nous avons défendu en Conseil supérieur, la reconnaissance explicite des ingénieurs en chef à occuper des fonctions de direction. Il nous semblait extrêmement important que dans le statut, de manière explicite, ce mot soit employé pour être bien positionné dans les organigrammes auprès de nos directeurs, des directions, être reconnu à tous les niveaux et aussi avec les administrations. Et cet amendement a été retenu, donc c'est un moment aussi historique sur ce point-là. Les directeurs techniques existent. Alors ce n'est pas un corps de direction aujourd'hui, mais on occupe bien des fonctions de direction et c'est explicite. Et puis enfin, et c'était important, et il faudra très probablement revoir les choses pour eux, il y a un problème sur les grilles de TSH, on en a conscience, ça ne faisait pas partie du périmètre de ces négociations, mais nous avons obtenu un point que nous défendions, et qui faisait partie des autres statuts territoriaux et d'État, c'est le fait de pouvoir recruter, de pouvoir promouvoir au choix des TSH vers le corps d'ingénieurs. Donc il y a la possibilité de faire des examens professionnels ou concours, il y a la possibilité de les promouvoir au choix pour les plus méritants, c'est-à-dire de manière simple. Si on le souhaite, si on a quelqu'un qui est compétent, on peut le nommer simplement, et donc ça c'est une bonne chose pour eux. Il faudra revoir la structuration de leur grille, hein, et on y reviendra.
juste pour préciser que ça aura pris 10 ans, mais pendant 10 ans, on avait fait un certain nombre de demandes. Et en fait, ce sont les demandes que nous avons fait qui ont été intégrées. Tout ce que je vous ai présenté précédemment et que nous avons pu détailler, et pour ne pas faire d'oubli, la DGOS n'a pas forcément connaissance des statuts des territoriaux ou de l'État, et de l'autre côté, le GFP n'a pas la connaissance des hospitaliers. Donc nous avons essayé de faire le lien entre tout ça pour que rien ne soit oublié et que les évolutions soient toutes transposées et que les spécificités puissent être gardées. La difficulté lors du Conseil sup, ça a été ça, c'est-à-dire qu'on a posé beaucoup d'amendements pour faire que le reclassement soit le meilleur possible pour tous et que l'accès aux nouveaux grades soit le plus ouvert pour tous. La difficulté, c'est que un certain nombre de mobilités sont issues de transposition de ce qui se fait pour les directeurs, pour les attachés, pour les ingénieurs territoriaux, pour les ingénieurs d'État, sans prise en compte des spécificités du fait que nous avons 70% de contractuels dans nos corps, par exemple. Nous y reviendrons, mais ça fera partie des choses que nous voudrons améliorer dans l'avenir. Donc voici les nouvelles grilles indiciaires. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux premières grilles ont été améliorées lors de PPCR. Donc elles ne sont pas touchées par cette réforme. Toutefois, donc un grade accès fonctionnel, ingénieur hors classe, est créé. Il permet de dérouler la carrière jusqu'à hors échelle A. La Rochelle est un échelon spécial et ce grade d'accès fonctionnel est limité dans son accès. Nous allons y revenir un petit peu plus tard. Mais cela permet de pouvoir reconnaître l'expertise, le management de ce niveau de responsabilité. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la possibilité de faire un examen professionnel pour passer ingénieur en chef, comme cela existe aujourd'hui. C'est donc une possibilité aussi. Donc ça ajoute cette possibilité de revalorisation. Ce grade accès fonctionnel avait été créé pour les attachés lors de PPCR. Il est créé aujourd'hui pour nous. C'est une bonne chose. Sur les ingénieurs en chef, voici les grilles. Euh, ces grilles-là, alors je me permets de dire, c'est vrai que je passe les écrans, je suppose que vous ferez un stop ou une copie. Nous allons rédiger un guide papier qui explique un petit peu tout ça et vous pourrez vous y référer. Il sera disponible en PDF gratuitement et à tous et transmis à IHF évidemment. Les grilles donc sont revues très fortement pour les ingénieurs en chef. Cela correspond à l'alignement et au rétablissement de l'alignement qui s'était cassé lors de PPCR. Donc vous voyez ces diminutions de grille. Il y a enfin l'indice 1015 qui est créé en haut de la classe normale et c'était mécanique, mais attendu. Et puis il y a l'accès à leur échelle baby, ce qui n'est pas contingenté, en haut du grade d'ingénieur en chef hors classe. 17h41. Voici les deux grades, alors l'emploi fonctionnel et le grade accès fonctionnel, les grilles les plus hautes maintenant du corps A+ d'ingénieur en chef. Alors je me permets de revenir juste en arrière. Vous aurez certainement noté, parce que vous êtes attentif, le fait que les grades sont renommés. Je l'avais un petit peu dit vite tout à l'heure. Et donc le premier grade ingénieur en chef de classe normale va devenir ingénieur en chef. Et ingénieur en chef hors classe, c'est le classe exceptionnel actuel. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est que le grade accès fonctionnel, vous voyez à droite, s'appelle ingénieur en chef de classe exceptionnelle. Alors pour que l'administration, vous noterez, propose des modifications d'une clarté totale, je vais essayer de vous l'expliquer. Les deux grades ont été renommés pour être nommés comme dans les autres fonctions publiques. Et puis, du coup, celui-là est créé. Il ne s'appelle pas comme dans la territoriale, mais il reprend l'intitulé précédent du second grade. Donc, pour être clair, le premier grade, aujourd'hui, c'est bien ingénieur en chef. Le deuxième, ingénieur en chef hors classe. Et le troisième grade, qui est accès fonctionnel, c'est ingénieur en chef de classe exceptionnelle. Donc, les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle aujourd'hui seront automatiquement reclassés sur l'ingénieur hors classe. Et il n'y a que le nom qui change. Évidemment, la grille est réévaluée. Et puis, s'ils remplissent les conditions, pour être promus au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle et dérouler sur ces grilles-là. Une petite précision, la grille d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle se grade à un échelon contingenté, hors échelle E, et l'emploi fonctionnel, donc qui était limité à hors échelle B, passe à hors échelle E aujourd'hui, et ce n'est pas contingenté. C'est important, je vous rappelle sur les grilles tout à l'heure, les emplois fonctionnels d'ingénieurs territoriaux ne vont pas aussi haut et le grade accès fonctionnel non plus. Donc c'est le fait de l'alignement avec l'État qui nous permet d'aller aussi haut et c'est une reconnaissance forte pour la fonction publique hospitalière et pour les ingénieurs de la fonction publique hospitalière. Au niveau des reclassements, comment vous allez passer sur ces nouveaux grades?
Depuis les 2 premiers grades, d'ingénieur et d'ingénieur principal, mais il n'y a pas de changement en fait, puisque ce sont les mêmes grilles, les mêmes échelons, les mêmes indices. En fait, le reclassement va se faire de manière automatique avec l'ancienneté qui est évidemment conservée. Il n'y a pas de changement de ce côté-là, sans surprise. Sur les grades d'ingénieur en chef, il y a une reprise d'ancienneté. Elle est très favorable pour le premier grade. En général, la règle de l'administration, c'est d'adapter en fait l'ancienneté par rapport à l'ancienneté conservée, par rapport à la durée du grade, la durée de l'échelon initialement, et puis sur le nouveau grade. Et donc, on retrouve les 3 quarts, les 4 cinquièmes, les 5 sixièmes. Le fait que les durées d'échelon aient été réduites, si un échelon était de 3 ans et qu'on le passe à 2 ans et demi, on reprend une proportion de l'ancienneté. On n'y perd pas, hein. On y gagne sur le déroulé, mais sur les premiers grades, l'ancienneté acquise sur tous les échelons, même si elle a été diminuée, donc c'est quelque chose de positif. Et quelque chose d'important aussi, ça a été un amendement que nous avons déposé lorsque les projets de texte nous ont été présentés en commission des statuts. Pour les personnes qui étaient au 7e échelon, c'est-à-dire hors échelle B, qui est l'échelon terminal des ingénieurs en chef, l'administration prévoyait un reclassement sur la échelle B. Alors que la BEBI s'est créée. Et nous avons fait remarquer que ces personnes pouvaient être dans cet échelon depuis un certain temps, vu qu'il n'a pas été réévalué depuis des années, et que la BEBI aurait dû nous être transposée depuis des années. Et donc, nous avons demandé à ce qu'il y ait une conservation de l'ancienneté et un reclassement qui permette d'avoir un gain indiciaire immédiat. En général, on est reclassé sur l'échelon égal ou immédiatement supérieur, c'est la règle. Et cette règle faisait que les ingénieurs hors échelle B étaient reclassés hors échelle B, au mieux B bis 1, et la règle des hors échelle, et donc des chevrons, fait que l'indice majoré du hors échelle B chevron 3 est égal à l'indice hors échelle B bis chevron 1. Donc en fait, sans gain. Avec ce que nous avons obtenu, c'était un amendement qui a été retenu par l'administration. Les personnes hors échelle B seront reclassées et donc pourront bénéficier immédiatement d'une progression de carrière. Et l'ancienneté acquise pourra être gardée dans la limite de l'échelon d'accueil, donc jusqu'à 3 ans au-delà, pour être gardée pour la promotion au grade d'accès fonctionnel aussi, pour le dérouler là-dessus, de la carrière. J'y reviendrai peut-être dans les questions directes. Nous avons obtenu aussi, et c'est important, et c'est l'administration qui l'a proposé, une bonification pour les ingénieurs en chef, et c'était pour compenser le retard de la transposition et le fait d'avoir eu des échelons plus longs, systématiquement plus longs, et depuis de nombreuses années. Donc, il y aura une bonification de 6 mois, en plus du reclassement que je viens de vous montrer, après le reclassement. Donc, vos établissements vous reclasseront avec le tableau précédent. Et après ce reclassement-là, vous rajouteront encore 6 mois, ce qui permettra d'aller vers les échelons supérieurs plus rapidement. C'est quelque chose de très positif aussi. Un élément important, l'article 18 du décret qui sera publié mentionnait cette phrase qui a posé un très gros problème lors du Conseil supérieur, qui a analysé les textes et qui devait voter pour les textes. C'est que l'administration proposait donc que les ingénieurs en chef qui sont détachés sur l'emploi fonctionnel restent sur les emplois fonctionnels et bénéficient des dispositions actuelles de l'emploi fonctionnel, c'est-à-dire, pour nous, les syndicalistes, le fait de ne pas bénéficier des nouvelles grilles, ce qui nous posait un très gros problème. Cela a déclenché beaucoup de discussions lors du Conseil sup. Tous les syndicats avaient déposé différents amendements pour corriger cela. Ça nous semblait totalement impossible que tout le monde soit reclassé sauf eux et qu'ils ne bénéficient pas de nouvelles grilles alors que la leur n'a jamais été revalorisée depuis 1991. Lors du Conseil sup, de notre côté, nous avons voté pour le texte, pour le décret complet. Nous avons essayé évidemment de porter des amendements, j'en ai parlé tout à l'heure, certains ont été retenus, d'autres non. Mais sur ce point-là, nous n'avons eu la rédaction de l'article que bien après. En fait, nous avons maintenu les échanges et les pressions au niveau du cabinet du ministère de la Santé et de la DGOS pour avoir un reclassement positif pour les ingénieurs généraux. Ça n'a pas été simple, mais nous avons eu confirmation la semaine dernière que c'est l'amendement que nous avons déposé et défendu qui a été retenu, et c'est celui-là.
c'est que donc les ingénieurs généraux seront reclassés et avec le même principe qui avait été retenu pour l'article 12 et donc le reclassement précédent pour les personnes qui sont en échelle B, c'est l'ancienneté acquise à tous les échelons qui a été retenu et notamment lorsqu'on est au échelle B depuis longtemps, le fait de garder toute son ancienneté et le fait de pouvoir être reclassé sur des échelons supérieurs, donc des bis 1, 2, 3, peut-être d'accéder à leur échelle C très rapidement avec tout ce que j'ai dit précédemment. Donc c'est un reclassement très positif. Je tiens à souligner que c'est une exception à beaucoup de choses qui se font dans d'autres corps. Et donc, nous sommes très heureux de l'avoir obtenu pour ceux qui sont concernés. Mais c'est aussi une reconnaissance importante de l'État et de l'administration pour notre corps qui a été donné là. Il a fallu se battre et ça n'a pas été offert, mais c'est une très bonne chose. Donc sur les grades d'accès fonctionnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des limitations pour accéder à ces grades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez passer d'ingénieur à ingénieur principal, il n'y a pas de problème. C'est lié à des échelons, une ancienneté. Grade d'accès fonctionnel, on va détailler les modalités, mais en tout cas, seuls 20% de l'effectif peuvent y accéder. Alors, c'est une mesure qui s'applique pour les directeurs dans leur corps, pour les attachés, pour les ingénieurs territoriaux, pour les ingénieurs d'État. Donc c'est une transposition de cela. Aujourd'hui, l'administration a proposé les chiffres que je vous indique là. Nous avons fait des amendements pour les améliorer, en expliquant qu'il y avait beaucoup de contractuels, qu'il y avait nécessité, il y avait des problèmes de grille, du gel du point d'indice, de plein de choses qui faisaient qu'il fallait absolument pouvoir promouvoir et garder les personnes qui étaient là, et donc avoir des taux de promotion supérieurs. À ce jour, ils n'ont pas retenu l'avis favorable du gouvernement et de l'administration. Donc, nous continuerons à nous battre pour les faire évoluer. Au niveau du recrutement d'ingénieurs hospitaliers, il n'est pas nécessaire de lire tout ça, mais je vais juste vous résumer la chose. Aujourd'hui, donc on va être recruté à partir de 2024, toujours sur un concours externe sur titre, Bac plus 5, ingénieur, architecte, diplôme scientifique ou technique, on retrouve ce que nous avons aujourd'hui. Il y a la possibilité d'un concours interne sur épreuve. Il y a un troisième concours spécifique pour les personnes qui ont eu des mandats. Il y a dans la limite du tiers des recrutements donc la possibilité de faire des examens professionnels pour les TH et TSH et comme je le disais la possibilité de promouvoir au choix. On retombe sur à peu près ce qui existe aujourd'hui et avec en plus la possibilité de promouvoir au choix certains techniciens. Au niveau du grade d'accès fonctionnel pour les ingénieurs de catégorie A, il y a une transposition de ce qui se fait dans les autres fonctions publiques. Et les deux premières transpositions, c'est le fait d'avoir été détaché sur un emploi fonctionnel. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans l'État ou dans l'État territorial, ces emplois existent. Ils n'existent pas chez nous. Donc aujourd'hui, les seules deux modalités qui permettront d'y accéder, c'est le 3 que j'ai mis en gras et puis le point 2. Le point 3, donc, c'est le fait d'avoir eu 8 années d'exercice dans un corps de catégorie A, donc ingénieur, de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet, d'expertise. Donc on voit bien le management et l'expertise. Il y aura un arrêté qui va définir cela. Aujourd'hui, il n'est pas défini. Et donc les établissements pourront l'appliquer et promouvoir les personnes avec la limitation que je viens d'indiquer juste avant. Et puis aussi, il y a aussi la possibilité, pour ceux qui ne rentrent pas dans le périmètre de cet arrêté, d'être promu lorsque on est au 9e échelon du grade et que sa hiérarchie considère que on remplit les conditions qu'on le mérite en tout cas. Donc ça permet aussi d'autres nominations, mais avec une limitation d'une sur 4 sur ce mode-là et donc les autres sur les modalités précédentes. Tout ceci est standard fonction publique, c'est des transpositions. Et tout ce qui est de transposition standard, nous avons essayé de l'amender et nous continuons à essayer de l'améliorer pour lever les limitations. Pour le recrutement d'ingénieurs en chef, là, il y a un changement donc majeur, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est le fait qu'il n'y a plus de liste limitative de titres de diplôme, c'est aussi un diplôme de Bac plus 5, technique, architecte, scientifique, qui permet d'être recruté. Et donc, c'est le choix de l'établissement quand il va ouvrir le concours du niveau de responsabilité qu'il souhaite donner, s'il souhaite de recruter un ingénieur-chef ou un ingénieur. Donc, c'est moins compliqué de pouvoir le passer. Il n'y a pas de nécessité de faire des commissions de diplôme, d'équivalence de diplôme
diplôme, ce genre de choses. Donc c'est plus simple. Il y a aussi donc la possibilité d'avoir un concours interne sur épreuve, j'en parlais, et puis l'examen professionnel, donc directement entre les ingénieurs et les ingénieurs A+. La promotion au grade d'ingénieur en chef hors classe. Donc, c'est le deuxième grade d'ingénieur en chef qui correspond à la classe exceptionnelle d'aujourd'hui, mais il va falloir s'habituer à ne plus le dire puisque c'est le nom du troisième. Il y a une condition qui a été ajoutée, c'est le fait d'avoir une obligation de mobilité. C'est une transposition de ce qui se fait pour les corps de direction hospitalière, pour les corps de direction d'État ou territorial, pour les corps d'ingénieurs territoriaux ou d'État. Donc il était logique, normal que ce soit transposé. Et notre avis était que sur des fonctions de management, effectivement, la mobilité est quelque chose d'enrichissant, de positif et peut-être de nécessaire parfois pour ne pas rester en fonction sur un même hôpital à un même niveau pendant un certain temps. Mais sur l'expertise, ça pose un vrai souci, et notamment sur des corps qui sont en tension de recrutement. Nous l'avons défendu, nous avons demandé à ce que ce principe soit adapté à notre spécificité. Ça n'a pas été retenu. Cela fait partie d'un des éléments que nous essaierons de défendre, et notamment dans les prochaines réformes de la fonction publique qui vont se discuter dans les prochains mois. Et la possibilité au grade d'être promu au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, nous n'arrivons pas loin de la fin de la présentation, on est à peu près dans les temps, je crois avoir dépassé un tout petit peu. C'est le fait d'avoir eu 6 ans de détachement dans un emploi, évidemment l'emploi d'ingénieur général. Vous pouvez aussi avoir été détaché dans un emploi dans la territoriale ou dans l'État et revenir dans l'hospitalière et pouvoir être promu dans le graphe. Et il y a aussi la possibilité, si on n'a pas été ingénieur général, d'avoir exercé des fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, d'expertise qui permettent, là aussi un arrêté le définira, d'être promu et aussi, si on se retrouve au dernier échelon, d'être promu si notre encadrement le valide au titre d'une valeur professionnelle exceptionnelle qui peut donc s'adapter à différentes situations. Je rappelle la limitation donc de 20% de l'effectif de ce grade pour l'effectif complet. Ces 20% s'appliquent évidemment aux titulaires, puisque le statut s'applique aux titulaires, même si, on va pouvoir en parler sur la petite partie contractuelle, il a vocation à servir aux contractuels et à les aider à négocier leur contrat dans le bon sens. Les seuils budgétaires, hein, comme je vous l'ai dit en introduction, il y en a toujours eu pour l'accès à certains grades et puis aux emplois fonctionnels. Aujourd'hui, ils sont revus. En partant d'en bas, comme je le disais, les ingénieurs généraux, jusqu'à présent c'était les CHRU, aujourd'hui ça sera 250 millions d'euros pour l'établissement. Donc la limitation est beaucoup plus basse et ça permettra d'en nommer là où il y en a besoin. Et puis pour les grades d'accès fonctionnel, donc le premier graphe catégorie A, 70 millions d'euros, budget établissement. Et puis, donc c'est pas GHT, mais il peut y avoir des établissements qui fusionnent, il peut y avoir des personnalités morales aussi bientôt sur les GHT. Ça peut peut-être rebattre ce genre de carte. En tout cas, aujourd'hui, c'est ces budgets-là. Et donc, le grade à l'échelon spécial du grade accès fonctionnel de la classe exceptionnelle, donc la ROCHLE, c'est pour les établissements qui ont 300 millions. L'idée, évidemment, c'est d'avoir une répartition homogène entre les emplois, les différents emplois et corps de direction et les nôtres, et que ce soit cohérent. Ça, je l'ai dit, c'est l'amendement qui a été adopté et que nous avions défendu pour que les généraux soient chargés de la direction et pas de la coordination et du contrôle. Et évidemment, nous avons demandé aussi que ce soit dans les domaines de compétences, car nous en avons beaucoup et beaucoup de spécialités et qu'il fallait un peu de cohérence. Le directeur général qui nomme pourra choisir, mais en tout cas, cela permet d'avoir une latitude dans l'application et de faire quelque chose de cohérent et d'intéressant. Sur les contractuels, on l'a dit. Euh, Chaque contractuel a un contrat. Ce contrat est négocié avec son établissement. Donc chaque contrat est unique. Il y a des avantages à négocier en contrat, comme il y a des désavantages. Euh, euh, Cela crée parfois des tensions dans l'établissement, on le sait, entre les titulaires, les contractuels, ceux qui ont des obligations qui les freinent, ceux qui arrivent à bien négocier, puis le contraire aussi. Et les difficultés d'application des régimes indemnitaires qui sont diversement appliqués suivant les établissements.
Mais l'idée, c'est que le statut a toujours servi de base de référence. Alors, il y a des grilles pour le numérique qui ont été envoyées, qui correspondent aux métiers numériques dans le privé, qui ont été envoyées pour pouvoir avoir des niveaux de rémunération pour le numérique. Ce statut donne des éléments de grille qui sont une nouvelle référence pour les contractuels. Et donc, elle sera diversement appliquée dans les établissements. J'imagine que dans certains, il y aura peut-être une application presque automatique de tout ce que je viens de dire, et dans certains, pas du tout, et certains entre deux. Donc, après, ce sont des négociations. Je sais que les syndicats, nous et les autres syndicats, peuvent aider évidemment ou conseiller à ces niveaux-là, mais il n'y a pas d'automaticité, malheureusement, on le sait bien. Il y a toutefois donc dans le statut une précision, c'est si un contractuel est titularisé, le statut prévoit un maintien de rémunération et je voulais l'expliquer. Donc, lorsque un contractuel du coup est titularisé, ce qui est indiqué dans le statut, c'est que 70% de sa rémunération brute mensuelle peut être maintenue. Ça inclut la prime qu'il avait ou la prime qu'il n'avait pas. Et à partir du moment où il a 70% de sa rémunération sur la grille indiciaire sur laquelle il se trouve, donc là c'est au niveau ingénieur en chef, hein, ce que je dis là, s'applique du coup la prime en plus. Donc cela peut permettre de ne pas avoir de perte de rémunération, voire un gain, suivant ce qui se pratiquait précédemment. Donc là aussi c'est du cas par cas, mais c'est un élément qui est intéressant. Au niveau du régime indemnitaire, et nous arrivons à la fin de cette présentation. Cela ne fait pas partie des décrets statutaires. Le régime indemnitaire est géré par d'autres textes. Toutefois, il y a des négociations de transposition et de modification de tous les régimes indemnitaires de la fonction publique hospitalière depuis la suppression de la notation, depuis PPCR. Cela concerne tous les agents de la fonction publique hospitalière et donc les agents techniques, les TSH, les ingénieurs. Ces discussions font l'objet d'un groupe de travail qui dure depuis 5-6 ans, qui ont beaucoup de mal à avancer. Et dernièrement, il a été proposé dans ce groupe de travail que la déclinaison de ce qui se fait dans l'État territorial et qu'on appelle le RIFSEP, on pourra en reparler, soit décliné dans l'hospitalière et notamment pour 4 corps. Les ingénieurs hospitaliers, les cadres de santé, les attachés d'administration et les adjoints des cadres. Et la proposition qui est faite et qui a été appuyée par Stanislas Guérini est d'appliquer cela d'ici la fin du premier trimestre 2024. Cela veut dire le négocier, le transposer, l'appliquer, sortir les textes. C'est court, c'est ambitieux. Sur le principe technique, nous pourrons en reparler. Il y a un principe de cotation lié au grade, lié au poste, lié aux responsabilités. Et il y a une part fixe, une part variable sur l'atteinte d'objectifs. En soi, ce régime est intéressant. Il permet de rendre lisible, comparable dans les établissements, plus juste peut-être. Donc ce mécanisme est intéressant. Il est plus moderne que le nôtre, hein, vous connaissez les textes. Toutefois, la condition que nous y mettons, nous, c'est le fait évidemment de nous aligner avec nos collègues territoriaux et d'État. Nous avons bien sûr, et vous l'avez vu précédemment, fait des études là-dessus, et ils démontrent des écarts très importants sur le régime indemnitaire. Donc, ce que nous demandons, c'est cet alignement, en fait. Et si on aligne, nous serons d'accord pour négocier les modalités de transposition. Donc, nous ferons partie, Didier et moi, des groupes de travail en tant qu'experts pour la partie ingénieur. Et évidemment, le but, c'est que ceci soit transposé aussi au TSH et au TH dans un second temps. Voilà, je pense avoir débordé un petit peu et je vous prie de m'en excuser. J'espère avoir été clair surtout, pas trop exhaustif et que cela répond à votre attente. Et puis, nous allons pouvoir le compléter maintenant avec les échanges. Jean-Marc, pour toutes ces précisions. Il y a pas mal de questions déjà parce qu'effectivement, c'est très complet. Alors, la première question, mais qui était sur les contrats, répondu. Une question qui revient, date de publication, est-ce qu'on en a une prévisionnelle? Oui. Et comment ensuite je complète la question par quand est-ce que les DRH vont le mettre en œuvre, rétroactif par rétroactif? Très bien, c'est lié. Stanislas Guérini,
qui a participé à notre congrès 2 fois et dernièrement, a très clairement lui-même indiqué cela. Il s'est engagé personnellement à ce que les textes soient publiés d'ici la fin de l'année, donc dans les prochaines semaines. Et les textes prévoient une application au premier jour ouvré qui suit la publication. Ce qui veut dire que si la publication au journal officiel est bien d'ici le 31 décembre, l'application sera bien au 1er janvier. Et bien entendu, les logiciels de paye, les DRH vont devoir prendre en compte cela. Cela va prendre un petit peu de temps pour gérer le reclassement. Ça sera donc rétroactif. Donc, on peut imaginer que les DRH appliqueront cela en février, mars ou avril, et ça sera rétroactif dans tous les cas au 1er janvier si les textes sont publiés au 31 décembre. S'ils sont publiés courant janvier, ça sera donc appliqué au 1er février. C'est clair. Merci. Une question autour de... alors, il y a plein de questions. J'essaye de les prendre dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Le grade, enfin, l'ouverture aux établissements avec un budget de plus de 150 millions d'euros. Est-ce que vous avez évalué combien de personnes ça concernait? On sait qu'il y a 32 CHRU. Combien d'établissements à plus de 150 millions d'euros de budget? Alors non, les négociations viennent juste se terminer, donc on n'a pas eu le temps de faire d'études plus détaillées. Ensuite, il est vrai qu'il y a très peu de données de personnel au niveau de la DGOS. Les seules que nous avions réussi à avoir, et nous l'avions demandé, il y avait une étude démographique sur les corps de direction qui avait été faite par la DGOS de mémoire en 2005 ou 2007. Et nous avons demandé à l'époque d'inclure les attachés et les ingénieurs, parce que nous disions qu'avec la structuration des GHT, à un moment donné, il allait falloir rebattre les cartes et qu'il était intéressant de savoir qui était contractuel, titulaire, sur quelle spécialité, etc. Et ce sont les seuls chiffres officiels que nous avons. La DGOS n'en a pas d'autres. Donc, il est très difficile de savoir combien aujourd'hui il y a d'ingénieurs en tout, combien sont titulaires et contractuels, combien sont sur chaque spécialité. On a juste la base de ces chiffres-là. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de possibilité d'avoir une visibilité sur cela, malheureusement. Il y a eu quelques commentaires pour dire, a priori, pas du tout d'évolution pour les deux grades inférieurs d'ingénieurs, ingénieurs hospitaliers, ingénieurs principaux, voire même une régression. Certains pensent que on va rester bloqué. Alors, tu as expliqué que les évolutions avaient déjà été obtenues précédemment, mais est-ce que tu peux compléter? Est-ce qu'il y a vraiment Bien sûr. zéro évolution ou est-ce qu'il y a quand même une Alors, légère évolution? alors l'évolution, c'est la création du grade accès fonctionnel, ce qui n'est pas une régression, puisque c'est un nouveau grade et qui permet d'aller jusqu'à la Rochella. Donc, c'est pas une régression. Encore une fois, en gros, il faut se dire que tout ce qu'on a aujourd'hui, on aurait dû l'avoir au moment de PPCR. Donc, ce qu'ont eu les ingénieurs et ingénieurs principaux lors de PPCR, les ingénieurs en chef auraient dû l'avoir aussi à ce moment-là. La chance qu'ont eu les ingénieurs et ingénieurs principaux, c'est à cette époque-là de l'avoir, pas les autres. Aujourd'hui, ils peuvent avoir le sentiment, et je le comprends, d'être oubliés, mais en fait, c'est juste que eux ont eu la chance d'avoir des évolutions bien avant les autres, hein. Mais ce sont les mêmes, hein. Il n'y en a pas d'autres. Ensuite, les grilles d'ingénieurs et d'ingénieurs principaux sont les mêmes depuis PPCR pour les 3 fonctions publiques. Donc il n'y a pas de, il y a pas de perte de vitesse pour les hospitaliers là-dessus. Il n'y a pas de. Si par contre elles sont insuffisantes, et ça je suis assez d'accord, que les catégories A soient recrutées juste au-dessus du SMIC et qu'elles ne correspondent pas à la réalité, là on est absolument d'accord. Mais on est d'accord pour les 3 fonctions publiques. Et ça me permet d'ouvrir un petit peu. C'est-à-dire que là aujourd'hui on parle d'une transposition de 2016 à l'hospitaliat et on parle aussi d'une transposition de PPCR. Mais donc, on est sur des choses anciennes. Il va y avoir une réforme de la fonction publique. Il y a 2 réformes de la fonction publique en cours. Il y a la réforme de la haute fonction publique qui a commencé pour les corps administratifs l'année dernière, les énarques, etc., qui ont fusionné un certain nombre de corps, qui va se décliner dans la territoriale et l'hospitalière pour le début de l'année, premier trimestre, directeur d'hôpitaux, par exemple. Il est prévu qu'il y ait une déclinaison de cette réforme pour les corps à plus techniques. D'accord? Donc ça veut dire que pour les corps à plus techniques de l'État, de la territoriale et de l'hospitalière, puisque nous sommes comparables, il va y avoir une modification. Donc je pourrais détailler un petit peu si vous le souhaitez. Il y a aussi une réforme pour toute la fonction publique qui est prévue. Et donc l'idée de la fonction publique, c'est évidemment de répondre aux problèmes d'attractivité. On le voit dans tous les métiers de l'éducation nationale, mais chez nous, on le sait très bien, dans tous les métiers, il y a des problèmes de recrutement, de fidélisation. Et donc, le ministère de la fonction publique veut faire une réforme pour résoudre un certain nombre de ces problèmes.
à l'évidence, nous ferons partie de ces négociations et ça permettra d'améliorer, par exemple, le fait que les grilles d'ingénieurs de catégorie A dans les 3 fonctions publiques sont aujourd'hui absolument écrasées, comme toutes les grilles sont écrasées en fait dans la fonction publique. Alors, une question qui suit un peu ce même thème, est-ce qu'il va être plus difficile de passer d'ingénieur à ingénieur en chef? Alors non, pour moi non. On a enlevé la promotion au choix, qui était liée au quota dont je parlais tout à l'heure, et qui permettait de promouvoir un ingénieur principal dans un établissement si 2 ingénieurs en chef de classe normale étaient recrutés par concours externe. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que c'était très difficilement applicable parce qu'il y avait énormément de recrutements, et notamment d'ingénieurs en chef, sous contrat. Et donc le quota n'était pas applicable. Il n'y avait pas de clause de sauvegarde. Il y a eu des cas de promotion comme ça, mais il y en a très très peu à ma connaissance, malheureusement. Euh, donc c'était inapplicable. Il y a aujourd'hui et il y aura demain un examen professionnel qui permet justement de faire le lien entre les deux. Donc ce n'est pas une régression, c'est un maintien. La voie est toujours ouverte. Euh, non, c'est pour moi c'est pas une régression et même je dirais le fait de garder un examen professionnel entre les deux corps permet quand même aux ingénieurs et ingénieurs principaux d'accéder au grade que nous venons de parler, d'ingénieur en chef, qui en plus sont quand même fortement revalorisés, donc qui permet de poursuivre une carrière, me semble-t-il, meilleure qu'avant. Est-ce que tu as des informations sur la nature des épreuves concernant le concours externe sur titre des ingénieurs en chef? Alors Est-ce qu'il y a non, des parce que changements? sur titre, c'est sur titre. Donc, mais Je non, reprends la question. mais non, non, on n'a pas laissé différents arrêtés aujourd'hui. On les a pas. Donc, Tu je ne sais pas. confirmes qu'on peut toujours rentrer directement ingénieur en chef? Bien sûr. Il y a eu cette Attends, question-là. plus que avant, c'est-à-dire qu'avant, on avait un corps avec 4 grades et un accès soit au premier grade, soit au troisième grade. Aujourd'hui, on a deux corps disjoints. Un corps de catégorie A, on est recruté avec un bac plus 5. Un corps de catégorie A+, on est recruté avec un bac plus 5. Même diplôme. D'accord. J'ai une question un peu technique. Quel est l'indice du HEB bis? Alors du coup, on pourrait de dire HEB bis, C, D, E. Où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, je les ai, je pourrais les communiquer. On a prévu de le mettre dans le guide papier, hein, de mettre tous les indices majorés. Pour information, par exemple, de tête, hein, le fait d'ajouter la Orechella pour les ingénieurs principaux, c'est 150 points d'indice de plus. C'est pas neutre. Voilà. Je n'ai pas en tête les indices majorés précis. Je les ai dans un fichier ici. On publiera le guide. Ça permettra à chacun de se retrouver et de voir les gains. Il faut savoir que donc pour les grilles à hors échelle, pour ceux qui les connaissent, mais il y a ceux qui ne les connaissent pas, chaque hors échelle, A, B, C, D, E, est décomposé en chevrons. Chaque chevron a une durée d'1 an et a donc un indice majoré. Chose importante, cette spécificité du hors échelle avec des chevrons, qui est une vieille histoire, hein, et il est tard donc je ne vais pas faire long là-dessus, va être supprimée dans la réforme haute fonction publique qui a eu lieu l'année dernière. Ils ont été supprimés pour les corps de catégorie A+, administratifs, ils vont être supprimés pour les directeurs d'hôpitaux, ils vont donc être supprimés pour nous. Supprimer, ça veut juste dire qu'on va directement faire référence aux chiffres, indice brut, indice majoré, plutôt que de parler des hors échelles qui les rendaient un peu mystérieux. Voilà. Est-ce qu'il y a des changements pour la reprise des années en tant que contractuel avec cette réforme, quand on passe de contractuel à titulaire? Non, ce sont les mêmes grilles, les mêmes modalités de reprise. Je tiens à préciser qu'il y avait la réforme Sauvadet qui permettait, tiens, au Réchelle B 2, indice majoré 1095, Didier vient de le mettre en commentaire. La loi Sauvadet permettait de faire des concours réservés pour, euh, titulariser des contractuels. Et quelque chose d'extrêmement important dans ces concours-là, c'est que quand on les passe, toutes les années que l'on a passées en tant que contractuel sont considérées comme titulaires et comptent pour la promotion, le changement de grade. Il y a Ok. certains DRH qui ne le savent pas, c'est quelque chose d'important.
Tu as parlé d'une condition de mobilité pour passer au grade d'ingénieur en chef. Est-ce que c'est une mobilité inter-établissement? Est-ce qu'on peut passer de l'informatique au biomédical? Est-ce que c'est une mobilité géographique? Est-ce que les mobilités anciennes seront prises en compte si des gens ont déjà fait des mobilités? Alors, c'est une très bonne question. Je vais revenir directement sur le texte parce que ça sera plus facile. C'est écrit en bas ici, en fait, ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Donc, c'est bien dans un autre établissement. Donc, c'est une mobilité géographique. Géographique et rétroactive, donc? Rétroactive, c'est-à-dire si on a une mobilité avant le nouveau Oui, statut, est-ce qu'elle oui, compte? oui. C'est une excellente question. Donc là, le texte ne le dit pas. Pour moi, oui, ça doit l'être, mais aujourd'hui, ce n'est pas mentionné. Pas clairement mentionné, c'est Non, clair. c'est pas explicite. Euh, ok. Dans cette négociation, comment sont reconnus les ingénieurs des petits établissements qui occupent des fonctions de direction, managent plusieurs domaines d'activité, sont souvent seuls car peu de moyens et qui ne pourront pas avoir accès au grade d'ingénieur général A+, de par le budget? Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, je te le Non, mais c'est très livre. juste. Non, 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 c'est extrêmement juste, hein, et je trouve assez dingue de se dire que parce qu'ils sont dans un petit établissement, mais du coup, ils ont moins de responsabilités, donc on les paye moins. Et ce qui est un paradoxe absolu. Il y a le fait de travailler en GHT, le fait de rapprocher des choses, de mutualiser, etc. Ça peut être une solution. On sait aujourd'hui où on en est de ce chemin. On est en cours de chemin et je ne sais pas si on peut dire au milieu ou au début. Donc ça ne répond pas à la problématique, hein. Donc oui, le fait de mettre des budgets pour ce positionnement, là on est très clairement lié sur quelque chose de mécanique. On est, en gros, on est sur le fait qu'il y a des dispositions qui existent dans tous les corps, je l'ai dit tout à l'heure, hein, A+, dans tous les versants de la fonction publique. Et dans l'hospitalière, ça existe pour les attachés, pour les directeurs et donc pour nous. Mais toute la question, c'est de se dire, est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'ils sont cohérents pour l'hospitalière, pour tous les corps, et est-ce qu'ils sont cohérents pour notre corps en particulier, qui a besoin d'expertise, d'un certain nombre de compétences qui sont difficiles à trouver. Est-ce que c'est cohérent? Donc, ça va faire partie forcément des cartes qui vont être redistribuées lors des réformes qui arrivent devant nous, les réformes qui touchent au corps de direction, les réformes qui touchent au GHT et la réforme fonction publique à l'évidence. Donc, nous, de notre côté, ce que nous porterons, et nous l'avons porté en Conseil sup, c'est évidemment le fait que ces limites, si elles ont une cohérence, elles doivent en avoir une de toute façon, doivent être les moins contraignantes possibles pour laisser les établissements libres. Je me dis que si un directeur général décide d'ouvrir un concours et de recruter quelqu'un à un certain niveau, pourquoi le lui en empêcher? C'est avec son budget, donc il est responsable. Donc c'est penser qu'il est irresponsable de le faire, hein. Ça me semble pas correct en fait comme raisonnement. D'accord. Est-ce que le taux d'IFT va être rehaussé? Mais je pense que tu as répondu sur les primes, enfin le régime Oui, indemnitaire, ça sera un autre oui, chantier. oui. Est-ce que Ben, ben, je je réponds pense sur que ce point-là juste de manière précise en disant que nous avons demandé à plusieurs reprises hein, le fait de relever les taux et notamment d'avoir aussi un taux minimum cadré nationalement, ce qui n'est pas le cas. Euh, ça n'a jamais été accepté parce qu'il y a cette réforme qui doit arriver. Si nous passons sur cette réforme du RIFSEP, nous ne serons plus sur un pourcentage comme aujourd'hui, nous serons sur un montant. Par contre, les Ça, montants qui sont donnés dans l'État ou le territorial sont beaucoup plus importants ça. que ce que nous avons. alors le CH de Vitré fait beaucoup de bruit. S'il pouvait couper son micro, merci. Je vois le nom qui s'affiche, mais j'ai pas eu le temps d'aller sur le micro pour le couper. Il y avait une question sur les tableaux que tu as présentés avec les indices. Ce sont des Oui. indices bruts ou des indices majorés? Alors, par exemple, ça, il y a les bruts Oui, et les majorés, en tout cas à droite, hein, je les ai mis, à gauche je les ai pas mis, les majorés c'était les bruts, mais là on voit bien les indices, enfin on a du majoré ici d'accord. là à droite, hein. Et ça c'est du brut. C'est du brut.
Oui, Ok, on va faire, je l'ai dit, on va faire un guide papier qui contiendra ces grilles avec les indices bruts majorés, qui contiendra les grilles de reclassement pour que chacun s'y trouve, et qui contiendra les possibilités de nomination au grade accès fonctionnel, qu'est-ce qu'il faut remplir pour pouvoir y accéder, et à l'emploi fonctionnel aussi. Voilà. Pour que chacun puisse se retrouver dans sa carrière à un moment donné et avoir les clés pour aller voir sa DRH pour demander quelque chose au besoin. d'accord. Didier nous précise dans le chat que sur Hospimedia, ça permet d'accéder aux versions provisoires des décrets. Donc pour tous ceux qui sont abonnés à Hospimedia, ils peuvent y avoir accès. Alors, Y a-t-il je des... précise juste une chose, attention aux versions provisoires, puisque c'était celles qui ont été présentées en Conseil sup. Il y a des amendements, comme je l'ai dit, qui ont été, et notamment trois, par exemple, que j'ai défendus, qui ont été pris, et qui donc ne sont pas sur ces visions provisoires. Le fait, par exemple, d'occuper des fonctions de direction, Hmm. par exemple. Ou les grilles de reclassement, c'est des généraux. Voilà, c'est pas forcément les mêmes, donc faire attention. Alors je sais pas Mais si ça une peut question. permettre de répondre à des questions. Oui, je sais pas si une question ou une affirmation, mais effectivement, quand on passe sur les hors échelles, quand on passe du A au B, le A3 est le même que le B1, c'est la même chose sur tous les, et ça veut dire Oui, on stagne entre guillemets sur une durée, enfin, on fait deux fois oui, oui. la durée. C'est le Oui, principe du hors-échelle pour tout le monde, tous les gens qui sont hors-échelle. Encore une fois, c'est pas spécifique à nous. Mais comme je le disais, ces grilles hors-échelle ont vocation à disparaître. Et donc, ce principe qui est assez étonnant de se dire, on fait des chevrons tous les ans, mais tous les 3 ans, du coup, c'est le même. C'est un peu bizarre. Ça a été revu pour les A+ administratifs. Il y a un déroulement de carrière qui se fait sur des grilles qui durent par grade de 30 à 40 ans. D'accord? Avec des avancements à durée fixe qui sont courtes et accélérées si on prend des responsabilités. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça fait partie des réformes, de la réforme qui va arriver pour nous aussi et que l'on mènera probablement pour courant 2024 pour, j'espère, une application 2025 par exemple. Donc, en gros, les grilles que je vous présente aujourd'hui ont une durée limitée, mais nous permettent par contre d'avoir une transposition de ce qui se fait dans l'État et de ce qui se fera dans l'État. un point qui n'apparaît pas clair, ingénieur en chef de classe normale, il y a un concours externe sur épreuve, ce n'est donc plus un concours sur titre. Si, ingénieur en chef de classe normale, donc ça n'existe plus, ingénieur en chef tout court, le corps de catégorie A+. Il y a un concours sur titre, il y a un concours sur épreuve, il y a l'examen professionnel. Hop, j'y vais. Voilà. Donc on a bien le concours externe sur titre, le 1, le concours interne sur épreuve, le 2, le troisième concours, l'examen professionnel. Et il y a une computation régionale qui permet, au niveau des examens professionnels, de pouvoir promouvoir des gens, même si dans l'établissement, on ne remplissait pas forcément les conditions. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Ok. Une question autour, y a-t-il eu des avancées, des discussions autour d'une reprise des primes de technicité pour le calcul de la retraite, ou ce n'est pas du tout le sujet? Euh, alors, je vais me permettre une réponse. Oui, oui, ça a été abordé l'année dernière quand il y a eu une réforme sur la retraite et que nous étions, pour certains, dans la rue. Donc, en fait, il n'y a pas de spécificité des ingénieurs là-dessus, c'est tous les fonctionnaires. Et dans la dernière réforme, pour tous les fonctionnaires, les primes ne comptent pas pour la retraite, hein, malheureusement. C'est ainsi. Euh, Quelles sont les durées d'ancienneté pour accéder à la HEB bis 2 et 3? Je ne sais pas si la question est claire. Alors, ça dépend d'où on part, mais hop, je vais remonter un petit peu. En gros, ça Voilà. peut-être. Ah oui, donc en gros, une durée, alors une durée qui est un peu étonnante, c'est qu'on a la Rochelle B qui dure 4 ans. Il faut savoir que c'est pareil pour la territoriale et c'est pareil pour l'État, mais c'est surtout la territoriale, pardon. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'anormal, ça devrait être 3, mais on a transposé ce que les autres ont. Donc, bon, c'est déjà une première étape. Pour la baby, c'est donc des chevrons. Et donc, il y a le 1, 2, 3, un an pour chacun. Et alors, j'ai une question, je ne la comprends pas très bien. Quel est l'intérêt donc de ce hors échelle? Mais
Bon, Une on va. rémunération supérieure, un indice supérieur. C'est une autre façon d'appeler les indices. Mais on mettra les indices majorés, ça permet de le voir, ça permet d'aller sur des indices beaucoup plus hauts et donc d'avoir un salaire beaucoup plus important et d'avoir une accélération de carrière, puisque comme on le disait, les hors échelles sont divisés en chevrons et les chevrons durent 1 an. Donc en vérité, quand on dit que hors échelle A dure 3 ans, en vérité, je crois qu'on le voit là, voilà, on le voit ici par exemple à droite, on voit que chaque chevron dure 1 an et qu'à chaque fois, il y a des gains d'indices. Et vous pouvez noter par exemple que entre le cinquième échelon 1027 de l'ingénieur hors classe et le premier chevron de la Rochelle, il y a 60 points d'indice en une seule fois. Et 1 an après, il y a un gain donc de 35 indices. Et 1 an après, encore un gain. Donc en fait, il y a un gain indiciaire plus important et plus rapide. Une question par rapport à l'APHM. En pratique, seuls les directeurs accèdent aux échelons hors échelle. Du coup, est-ce que ça va créer un changement ou pas? Ça va changer un changement pour le directeur, mais pas pour nous. Oui, oui, non, il y avait notre statut s'applique pleinement. Alors si on est titulaire, hein, tous les échelons que je donne là et tous les hors échelles s'appliquent à tous sans aucune limitation en dehors de celles que j'ai indiquées, c'est-à-dire les budgets d'établissement sur le hors échelleux, par exemple. Mais si on a le droit d'aller dans le graphe, par exemple, d'ingénieur en chef, on a un établissement de au moins 5 millions d'euros et on va jusqu'à la Rochelle D, au moins, voire la Rochelle E, suivant le pourcentage qui est donné. Donc il y a pas de limite pour les B, les B bis, les A, les C, les D, les E. Il n'y a pas de limite sur les titulaires en dehors de ce que je viens de dire. Eh bien, merci pour cette réponse. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions et que j'en ai pas oublié. Vous m'excuserez si j'en ai oublié quelques-unes parce que je les copie au fur et à mesure pour ne pas les rater. Est-ce que une dernière question tombe ou pas? La date du guide. La date du guide, quand est-ce que le SMPS sort son guide? Dès qu'on a le temps et dès qu'on peut, en fait, en gros, hein, c'est vrai que vous l'avez vu un peu. Et alors, je vais même dire la vérité, hein, j'ai élagué le PowerPoint, hein, on avait encore plus d'informations, mais c'est compliqué, c'est l'exercice, 45 minutes, on a essayé de le faire, hein. Donc, il a fallu mener les négociations, préparer ce webinaire. Et donc, comme nous avons quelques activités professionnelles, c'est en cours, on y travaille. Moi, l'objectif que je me fixerai, si on le peut, c'est que ce guide soit disponible courant janvier, publié courant janvier, c'est-à-dire disponible en PDF et sous format papier, pour que les gens qui soient reclassés, et je pense qu'au plus tôt, en vérité, ça sera février-mars, mais de manière rétroactive au 1er janvier, mais puissent avoir une connaissance et surtout, alors de l'impact paye peut-être, l'impact carrière, et aussi, je pense, il sera très intéressant de voir si vous remplissez les conditions pour aller dans les différents graphes, pour aller solliciter les DRH et en bénéficier. Donc voilà, l'objectif qu'on se fixe, c'est courant janvier. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques petites questions qui tombent, je les pose. Toujours 6 ans dans le service effectif pour passer d'ingénieur hospitalier à principal, enfin, ce sont les anciens noms. Oui. Oui. Visiblement, il semble que les conditions de mobilité vont rendre très difficile les passages hors classe pour les vieux ingés en chef de classe normale. Oui, oui, oui. Un avis là-dessus? Un avis, j'ai fortement insisté dessus en conseil supérieur. J'ai essayé d'expliquer avec tous les mots et tous les arguments que j'ai trouvés les problèmes que ça allait poser, même si c'est une transposition de ce qui se fait pour les autres corps de l'hospitalière, même si ça se fait dans la territoriale et dans l'État. J'ai essayé d'expliquer à quel point ça allait poser des problèmes. Malheureusement, je n'ai pas été entendu sur ce point-là. Moi, ce que j'espère, c'est qu'avec les négociations qui vont s'ouvrir sur la fonction publique, l'autre fonction publique, et, euh, et les échanges que nous avons avec les différents cabinets des ministres et les administrations, nous allons pouvoir modifier cela pour le bénéfice des gens qui pourraient, voilà, qui pourraient dérouler leur carrière normalement. Malheureusement, voilà, c'est pas nous les arbitres. On se bat, on a parfois les bons arguments, parfois on arrive à convaincre et parfois non, malheureusement.
Alors Jean-Marc, il me reste à te remercier parce qu'il y a beaucoup je sais que tu n'as pas de chat, donc il y a beaucoup de merci qui sont tombés. Ah, Merci merci, Jean-Marc, merci merci, au SMPS, merci à Didier qui a répondu aussi à quelques questions en direct merci et Didier. par écrit. Je vous rappelle à tous que cette séance a été enregistrée. Elle sera mise à disposition sur le site d'IHF et puis vous aviez aussi les coordonnées pour joindre Jean-Marc sur la fin de son PowerPoint. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci HF, merci à tous et à très bientôt. Merci.